Bonsoir et bienvenue dans le 19-20 de France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h à J-4 du second tour des élections législatives. Où en est le pays, où en est la campagne? C'est parti, voici les titres. Pas une voix à l'extrême droite et pas question de gouverner avec LFI. Dernier conseil des ministres à l'Elysée, dernière consigne et dernière mise au point d'Emmanuel Macron. Mais le chef de l'État est-il encore audible? On posera la question dans un instant à notre invitée, Violette Spilbou, ancienne porte-parole de Renaissance à l'Assemblée. Le Front républicain qui s'est dressé avec des désistements dans plus de 200 circonscriptions, réussira-t-il à empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir? Nul ne peut le dire ce soir, mais la question est posée. Que se passera-t-il si le RN n'a pas de majorité suffisante pour gouverner? L'hypothèse d'une vaste coalition est évoquée par Gabriel Attal, Marine Tondelier ou encore Xavier Bertrand. Le président LR de la région Hauts-de-France est-il le seul dans son camp à l'envisager? On posera la question à Daniel Fasquelle, maire LR du Touquet et trésorier des Républicains, qui sera avec nous dans 20 minutes. Enfin, du côté du Rassemblement national, pas un jour ne passe sans nouvelles polémiques sur des propos ou profils controversés de candidats. Aujourd'hui, c'est le député RN de Lyon, candidat à sa réélection, qui est arrivé en tête dimanche soir, Daniel Grenon, qui déclare que les Maghrébins n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Le procureur de la République a été saisi. Jordan Bardella reconnaît la présence de brebis galeuses dans ses rangs. Mais d'abord, on prend la direction de la place de la République où un rassemblement contre le Rassemblement national se tient en ce moment avec de nombreuses prises de parole qui ont commencé. Bonsoir Sophia Dolé, vous êtes sur place. Des artistes, des Bonsoir. Personnalités de la société civile également qui ont commencé, on les entend derrière vous, à parler. Oui, exactement. Cela a commencé il y a une bonne demi-heure maintenant. Vous la voyez, la scène est juste derrière moi. Il y a du monde sur cette place de la République. Alors l'objectif de ce meeting organisé, vous le disiez justement, par des acteurs de la société civile, c'est bien de montrer qu'une partie de la population refuse l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir potentiellement. Selon le communiqué des organisateurs, le projet du Rassemblement national menace notre démocratie. Alors parmi les personnalités de cette société civile qui vont prendre la parole, il y aura notamment Jacques Toubon, ancien ministre de la Justice de Jacques Chirac, ex-défenseur des droits. Il y a Julia Cagé qui a parlé il y a quelques minutes maintenant. Elle est chercheuse et économiste. Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, ou encore Judith Godrèche, actrice, et Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Et donc toute la soirée, des prises de parole vont s'enchaîner. Elles seront alternées avec, vous l'entendez justement derrière moi, des passages musicaux, une soirée qui va durer jusqu'à 23h. Merci beaucoup Sophia Dolé en direct de la place de la République à Paris. Bonsoir Violette Spilbou. Bonsoir. Vous êtes députée sortante Renaissance dans le Nord, ancienne porte-parole du groupe macroniste à l'Assemblée. Merci d'être notre invitée ce soir. À mes côtés pour vous interviewer, Jean-Jérôme Bertolus et Virginie Leguet. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Éditorialiste politique à France Info. Alors Violette Spilbou, 409 duels, 89 triangulaires et 2 quadrangulaires. C'est donc le cadre qui est posé désormais en vue de ce second tour dimanche soir. Après les plus de 200 désistements qui ont eu lieu, est-ce qu'on peut dire que la situation est plus claire pour les électeurs? J'étais encore ce matin sur le terrain. Et beaucoup d'électeurs sont encore perdus à cause des déclarations des uns et des autres au sein de notre majorité ex-majorité présidentielle, mais aussi dans les autres partis. Et ils ont encore beaucoup de questions, donc il faut qu'on reste en campagne, je crois, jusqu'au dernier jour, pour écouter, convaincre, répondre aux questions, et puis répondre avec ses convictions. Quelles sont les questions? Alors, beaucoup le sujet de la France insoumise revient, en tout cas, sur le terrain. On entend beaucoup cette question de est-ce que vous alliez après avec la France insoumise, qui est aujourd'hui très clairement identifiée comme un parti au sein duquel il y a des personnalités qui sont clairement antisémites, clairement contre la République, contre la police, contre les institutions. Et s'il y a bien un message que les Français nous ont envoyé avec les élections européennes et ce premier tour des législatives, c'est ce score important du Rassemblement national, c'est qu'ils veulent de l'ordre, qu'ils veulent du respect des règles et de la République. Donc la mise au point du président de la République, tout à l'heure en Conseil des ministres, il n'y aura pas effectivement de gouvernement avec la France insoumise,
C'était un bon message. C'était un message nécessaire. Et moi, je n'avais aucune hésitation sur ce sujet parce que dans la métropole lilloise où j'habite, on a des personnalités comme David Guiraud qui a été très largement mis en cause. On avait Adrien Quatennens sur le sujet des violences faites aux femmes. On a Hugo Bernalicis qui est quand même un des leaders sur les sujets des forces de l'ordre et de contestation de leur rôle dans la société. Et donc, avec des leaders comme ceux-là de la France insoumise qu'on connaît bien, y compris sur le terrain avec les personnes, les jeunes qu'ils ont autour d'eux qui sont très agressifs pendant la campagne, eh bien on voit bien que ça fait très peur aux Français. Parce que les Français, ils veulent, je pense aussi, de la clarté, vous l'avez dit, mais de la paix, un peu d'apaisement dans le pays. Et en tout cas, c'est un message extrêmement négatif qui leur était envoyé s'il y avait le moindre doute là-dessus. Moi, très clairement, je me suis positionnée sur ce sujet et pas un vote ne doit aller à un leader de la France insoumise qui bafoue, qui saccage la République. Alors, pas de coalition avec la France insoumise, c'est ce qu'a répété aussi Gabriel Attal, qui était en campagne aujourd'hui dans l'Oise pour aller soutenir Éric Woerth et qui a pu constater, comme va nous le raconter Kevin Elias, eh bien que cette idée d'une coalition anti-RN laisse une partie de vos électeurs sceptiques. Kevin Elias, donc, pour le récit sur place. Gabriel Attal qui aura passé un peu moins d'une heure ici à Senlis, qui aura fait en fait une déambulation ici dans les rues du centre-ville. Gabriel Attal qui est venu soutenir ici Éric Woerth, un candidat du camp présidentiel en ballottage défavorable ici à ce second tour face au Rassemblement national. Le Premier ministre qui a en fait enchaîné les selfies avec beaucoup d'électeurs ici dans les rues. Un Gabriel Attal qui a aussi pu rencontrer certains électeurs qui se disaient inquiets d'une éventuelle coalition gouvernementale avec la France insoumise. Le Premier ministre le redit, il n'y aura pas de coalition avec la France insoumise, ni avec le Rassemblement national. Écoutez-le à ce sujet. Moi, je m'y retrouve très bien en soutenant nos candidats Ensemble pour la République, en étant très clair sur le fait que je ne gouvernerai jamais, que je ne ferai jamais d'alliance ni avec la France insoumise, ni avec le Rassemblement national, et que je me bats aujourd'hui parce que c'est le seul risque de ce deuxième tour pour éviter que le Rassemblement national ne dispose d'une majorité absolue. Le Premier ministre qui le rappelle, pas une voix au Rassemblement national. En tout cas, le Premier ministre parti là, qui a terminé cette visite aujourd'hui, il va les enchaîner encore ces déplacements. C'est que ces dernières semaines, c'était un jour, un déplacement jusqu'à parfois 3 circonscriptions par jour. Il prévoit donc d'autres déplacements dès demain, et ce jusqu'à vendredi soir, jusqu'aux dernières heures de la campagne. Vous comprenez, Violette Spilbous, ces interrogations de vos électeurs? On vient de le voir avec cet électeur qui interpelle le Premier ministre. Oui, parce qu'il nous voit depuis 2 ans à l'Assemblée nationale combattre les élus de la France insoumise, nous offusquer à juste titre sur toute leur violence, leur provocation, les drapeaux, les chants, les interruptions de séance, les milliers d'amendements qui ont été mis sur des lois comme la réforme des retraites ou la loi immigration, qui étaient des réformes clivantes, mais sur lesquelles nous avions besoin d'un débat avec des vrais arguments. La politique, c'est des arguments, c'est des idées. Et donc, de voir ça, et puis à un moment qui est le doute sur ce front, parce que nous devons effectivement faire en sorte qu'il y ait moins d'élus du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, parce que nous voulons que notre pays reste dans le champ républicain, mais ça a fait peur à des électeurs, c'est sûr. Donc vous regrettez des prises de position dans votre camp, comme Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Agriculture, qui disent il y a quand même aujourd'hui le vrai danger, c'est le Rassemblement national, parce que c'est lui qui peut avoir la majorité absolue et qui donc n'a pas mis un signe égal du tout entre LFI et le Rassemblement national. Et en fait, une bonne partie de la Macronie l'a suivi sur ce point. Vous le regrettez ? En fait, moi je crois que on a tous des parcours politiques différents, et une grande partie, une très grande partie au sein de la majorité présidentielle, qui ont des convictions chevillées au corps, comme moi, ne veulent pas voir le Rassemblement national dirigé. Mais quand même, il faut faire attention à une chose, c'est que le message qui nous a été envoyé avec cet échec, ce vote sanction au moment des européennes, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui voudraient essayer le Rassemblement national. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Donc, moi, je crois que circonscription par circonscription, que chaque député sortant, candidat, prenne ses responsabilités avec ses convictions et renonce et se désiste
pour faire barrage au Rassemblement national. Bien sûr que c'est important, mais attention à la globalisation, parce que quelque part, on est chacun là aujourd'hui face à notre conscience. Et puis, il y a quand même la responsabilité de toute cette gauche pendant les 2 dernières années, qui en permanence, avec les actions que je viens de décrire à l'Assemblée nationale et dans le pays, a bafoué les institutions. Et quelque part, c'est maintenant qu'ils pleurent sur la montée du Rassemblement national. Ils ont aussi une grande partie de responsabilité. Vous dites, nos électeurs ne veulent pas du Rassemblement national. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus efficace de choisir entre 2 dangers? Le danger que la gauche et en son sein la France insoumise ait une majorité absolue est totalement exclu. Le danger que le Rassemblement national ait une majorité absolue ou relative n'est pas du tout exclu. Est-ce qu'entre ces 2 dangers, il n'aurait pas été plus simple de dire un seul mot d'ordre: entre la gauche et le Rassemblement national, vous ne donnez pas une voix au Rassemblement national? Est-ce que ça n'aurait pas été plus clair? C'est ce qui a été dit par nos dirigeants. C'est ce qui a été dit. Voilà, c'est ce qui a été dit par Gabriel Attal. Pardonnez-moi, pas tout à fait. Ils disent tous pas de la France insoumise. La France insoumise est au sein de cette coalition. Comment faire le tri dans le tri pour les électeurs qui vont se retrouver, et j'en finis, qui vont se retrouver au 2e tour entre un candidat RN et un candidat de la France insoumise? Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, je crois qu'ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en dites, vous? Il y en a qui vont voter blanc. Moi, je crois que ça va dépendre aussi de la personnalité du candidat du RN. Si c'est quelqu'un, on voit plein de candidats du RN dont on découvre les tweets antisémites, racistes, sur lesquels il y a des plaintes aujourd'hui parce qu'on découvre leurs propos alors qu'ils étaient pourtant préparés. Ils n'ont même pas effacé des réseaux sociaux ou d'Internet. Et quand on a en face quelqu'un de la France insoumise qui fait partie de ces leaders dont je parlais, qui saccagent en permanence les valeurs de la République et qui prennent des positions antisémites, eh bien c'est sûr que les électeurs, je crois, ils sauront faire leur choix. Ils choisiront le moins pire, ils choisiront peut-être de voter blanc. Moi, j'ai encore eu des discussions ce matin avec des jeunes qui disent: j'ai toute ma vie combattu le Rassemblement national, mais en face, à Lille, dans la première circonscription, ça va être Aurélien Lecoq, le bras droit d'Adrien Quatennens. Absolument. Certes, Adrien Quatennens s'est désisté parce que il a été condamné pour violence conjugale et qu'il a eu trop de pression, y compris de moi, de nous, de tous les partis politiques pour qu'il se désiste, mais c'est son bras droit qui est aujourd'hui le candidat qui arrive en tête au 2e tour. C'est très difficile pour les électeurs. Ne favorise pas le Rassemblement national. Moi, je dis en tout cas, faisons-leur confiance aux électeurs. Je crois que et il faudra respecter leur choix. C'est-à-dire qu'on sera certainement dans une Assemblée nationale à nouveau avec aucune majorité absolue. C'est ce qui est en train de se profiler. À nouveau avec des obligations de réussir à faire avancer les choses pour les citoyens français et donc de se mettre d'accord texte par texte. Et quelque part, moi, je trouve que les 2 dernières années, il n'y avait pas tout à jeter. On a quand même réussi à voter de nombreux textes importants pour les Français et je pense qu'on pourra y arriver. Majorité de projets, à cette majorité de pluriel. Xavier Bertrand, lui, parle d'un gouvernement provisoire. François Hollande dit un gouvernement avec quelques mesures sur 1 an. Vous y croyez, vous? Alors, non seulement j'y crois, mais c'est dans mon ADN. C'est ce que j'ai fait depuis 2 ans. Gauche, je viens de la gauche. J'ai travaillé 7 ans dans une très grande entreprise publique française, donc j'ai aussi une expérience en entreprise. Et aujourd'hui, je suis en politique avec des hommes et des femmes que j'ai croisés dans mon parcours politique, des gens de la gauche. Dans ma circonscription, dans les circonscriptions du Nord, il y a beaucoup d'élus de la droite républicaine. Et il faut savoir parler avec tous ces élus qui ne veulent pas des extrêmes, qui ne veulent pas de l'extrême droite, qui ne veulent pas de l'extrême gauche, et construire ces majorités. On l'a fait sur le texte pour réguler les influenceurs escrocs. Vous savez, ceux qui vendent la lune à des personnes pour avoir des remèdes miracles contre le cancer. On l'a fait. On est très très loin. On l'a fait budget de crise. On l'a fait sur la programmation militaire. Il y a eu une très grande majorité. On a réussi sur les énergies renouvelables et le nucléaire à faire avancer aussi. Dans la précédente majorité. Oui, mais on a réussi parce que. Combien serez-vous après le 2e tour et combien seront vos éventuels alliés? Je crois qu'il va y avoir des discussions où on va devoir avancer très vite. Il faut 289. Mais moi, je compte, je vais vous le dire très clairement, sur des personnalités de gauche, écologistes, socialistes, communistes, qui, je l'espère, se désolidariseront de Jean-Luc Mélenchon dès le lendemain de l'élection, parce que on le sait bien, c'était un pacte électoraliste pour gagner des places. Ils l'ont fait. Je le critique aujourd'hui. Au lendemain du 2e tour, je suis sûre, et je l'entends déjà aujourd'hui, qu'il y a des personnalités qui réfléchiront à pouvoir aider à gouverner la France. À une majorité, c'est ça la question. Oui, et de la même façon, à droite, avec des républicains. On a déjà eu beaucoup de discussions depuis 2 ans. Il y a aujourd'hui des mains tendues. Eh bien, moi, je crois qu'on doit y arriver. De toute façon,
On doit donner de l'espoir aux Français, on doit rassurer. Il y a un certain nombre d'élus dans l'hémicycle qui, s'ils sont élus au deuxième tour le 7 juillet prochain, sont des gens compétents, cohérents, avec des convictions et qui savent négocier. Et c'est sur cela qu'il faudra compter. Peut-être pas sur les zozos du Rassemblement national qui sont envoyés là et qui sont même pas prêts à être députés. Il y en a, ils avouent eux-mêmes, ils disent moi je pense pas du tout que je serai député, je saurais même pas comment faire. Ou les violents de la France insoumise. Violet Spielbourg, quand vous dites effectivement il faut donner espoir aux Français, vous pensez qu'effectivement cette majorité un petit peu bricolée ou projet par projet, c'est ce qu'attendent les Français? Au contraire, ils pensent pas que ça serait une espèce de tambouille qui les priverait un petit peu de leur vote? Ils voient aujourd'hui que c'est la tambouille, mais parce qu'il y a des alliances, des négociations, y compris au sein d'ailleurs des coalitions comme le Front Populaire, où on voit bien que sur des sujets comme l'énergie, le nucléaire, Europe Écologie Les Verts n'est pas du tout d'accord avec le Parti communiste. Donc au sein de toutes ces coalitions, il y a des différences. Mais je crois que souvent, quand on voit des gens un peu raisonnables, sérieux, et qui voient le modèle allemand ou d'autres modèles en Europe, ils se disent gouverner avec différentes sensibilités pour amener le pays sur augmenter les salaires. On le voit bien, le sujet des petits salaires, il est assez consensuel, pas avec les mêmes méthodes, mais qu'on vit pas bien aujourd'hui avec un SMIC et que les patrons de TPE n'arrivent pas à augmenter de 100 € quelqu'un qui a un SMIC parce que les cotisations sociales sont importantes, trop importantes. Eh bien, il y a plusieurs partis de différents bords aujourd'hui qui le pensent. Sur des sujets comme trouver des points d'accord suffisamment nombreux entre vous. En tout cas, je veux une divergence qui s'exprime, ne serait-ce qu'entre les partis de gauche, ne serait-ce qu'au sein même de votre majorité quand elle était relative, et elle risque de n'être même plus relative. Vous croyez arriver à trouver des points commun entre vous tous? Le plus petit des dénominateurs communs, ça va être quoi? Déjà, j'y travaillerai. Moi, je veux m'engager auprès des électeurs à y travailler parce qu'on ne va pas rester les bras ballants pendant un an. Pendant un an, il n'y aura pas de nouvelle dissolution. S'il n'y a pas de majorité relative, on a une obligation de résultat. Et donc, pendant un an, on doit faire avancer des lois qui sont importantes, peut-être certaines qui étaient prêtes, comme je pense à la loi agricole, qui était très largement concertée et qui avait abouti à des mesures qui pourraient être consensuelles. Je pense au sujet, par exemple, de sécurité. Les Français veulent beaucoup de sécurité. Ils veulent de la police de proximité, comme est proposé par la gauche. Ils veulent plus de personnes délinquantes qui sont renvoyées lorsqu'elles sont d'origine étrangère et qu'elles ont fait leur peine en France et qu'elles ne sont pas aujourd'hui reprises par leur pays. Ils veulent plus de sécurité, ils veulent plus de vidéoprotection. Je pense que sur des sujets comme ça, on peut arriver à avancer. Et puis, il y a un sujet qui me tient à cœur, moi, c'est le sujet des élus locaux, parce que dans un an et demi, il y a des élections municipales, on a un pays qui est fragilisé, et le sujet du statut de l'élu local, que j'ai travaillé avec Sébastien Jumel, du Parti communiste, je suis sûre qu'on peut le porter à l'Assemblée nationale en transpartisan dès le lendemain de l'élection. Mais alors, qui dirigerait cette nouvelle majorité? C'est évidemment la grande question. Vous saviez qu'on allait vous la poser. Marine Tondelier, par exemple, elle ne ferme pas la porte à ce scénario, mais elle dit pas question que ça soit sous l'égide d'un nouveau Premier ministre macroniste. Vous entendez ça? Je crois qu'il va falloir beaucoup de discussions nocturnes. Moi, j'ai pas une personnalité préférée. On a aujourd'hui un Premier ministre qui se propose bien sûr de continuer. On verra avec Gabriel Attal, avec l'ensemble des députés aussi qui seront élus, comment les négociations peuvent se tenir. Je pense que les députés de l'ancienne majorité présidentielle veulent aussi avoir leur mot à dire. Nous, on n'a pas choisi la dissolution. On est au front aujourd'hui, au combat. On l'a subi. On n'est pas tous d'accord avec ce choix qui a été effectivement remettre la voix du peuple en priorité. Vous, par exemple, vous en pensez quoi? Moi, je regarde droit devant aujourd'hui. Je suis pas du genre à me poser les questions sur les causes, la stratégie. On n'a pas été associé à cette stratégie. Donc aujourd'hui, moi, c'est droit devant. J'ai pas eu une minute d'hésitation sur le fait que je me représentais, parce que je pense que le pays a besoin de gens raisonnables, qui ont un peu d'expérience, qui s'engagent aussi à respecter les règles de la République. Et finalement, on est peut-être un peu moins nombreux qu'avant, et donc il faut beaucoup de courageux pour aller aujourd'hui au Parlement. Au sein de cette coalition, si vous êtes faible numériquement et faible politiquement?
Bien, ça va dépendre du chiffre. Si on est effectivement la plus petite majorité, je ne pense pas qu'on puisse décider de tout. Il faudra savoir faire plus de concessions. Je vous parlais du sujet du pouvoir d'achat et des salaires. Le sujet des super profits, par exemple, il nous a divisé au sein de la majorité. Quand le MoDem avait proposé, pendant le premier projet de loi finances, cet amendement pour mettre en place une taxe sur les super dividendes, je me souviens plus le nom, il y a eu une division au sein de la majorité, on n'a pas voté pour cela. Et puis en même temps, on s'est rendu compte que les grandes entreprises qui font des grands profits n'ont pas joué le jeu sur la redistribution suffisamment, à mon avis, pour augmenter les salaires au sein de ces entreprises. Bien, aujourd'hui, c'est un sujet qui est porté par la gauche. C'est un sujet où des personnalités de droite sont aussi favorables à avancer. Ben, je pense que c'est un sujet qui pourrait répondre à ce que les Français souhaitent pour demain. Est-ce qu'il faudra associer davantage les parlementaires, gouverner autrement, de manière moins verticale ? Il y a 2 sujets. Il y a les parlementaires. 3 sujets, je dirais. Les parlementaires, les élus locaux. Moi qui ai sillonné la France avec Sébastien Jumel et d'autres élus de tous bords sur le sujet des maires, des conseillers départementaux, de tous ceux qui, dans les petites villes, les petits villages, sacrifient leur vie personnelle au service des autres, avec pas ou peu d'indemnités. Je pense que la prise en compte de ces élus qui aujourd'hui se prennent toutes les baffes, et aussi parfois les bisous, mais souvent les baffes des citoyens pour que ce soit un projet urbain, une nouvelle cantine ou toute autre chose, et donc gouverner plus avec les élus locaux. Et puis il y a aussi le sujet des syndicats, des corps intermédiaires. On a vu à quel point les discussions étaient difficiles pendant la réforme des retraites. Les corps intermédiaires ont été totalement méprisés. Je pense que c'est un sujet sur lequel on doit recréer du lien. Il y a eu sur l'assurance chômage de nombreux cycles de négociations. Ils sont revenus autour de la table. Aujourd'hui, il y a une proposition d'abandonner cette loi sur l'assurance chômage. Moi, je reste très ferme sur le sujet du chômage. Donc voilà, on a plein de sujets à discuter. Il faut l'abandonner. Qu'il faut pas l'abandonner. Qu'il faut la maintenir. Mais par contre, parce que encore ce matin, j'ai rencontré une dame qui était à la retraite, une dame femme de ménage avec 3 enfants qui était à la retraite et qui me disait, vous voyez madame, moi je vais voter pour la majorité présidentielle dans ma circonscription, mais dans mon immeuble, il y a que 2 personnes qui travaillent sur 15. On a tous des grands appartements et il y en a, moi j'ai travaillé beaucoup dans ma vie et je galère plus que certains qui n'ont pas travaillé et qui vivent avec trop d'allocations. Donc il y a encore un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice. Majorité alternative, encore une fois, si le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue, vous pouvez la bâtir, mais pour parler aux Français, pour dire concrètement ce qui pourrait se passer en plusieurs semaines, en plusieurs mois, ça prendrait du temps, non ? Je pense que ça serait en plusieurs semaines pour une rentrée au mois de septembre, parce que les Français sont impatients. Ils souffrent, ils sont impatients, ils sont en colère. Donc on a un devoir de se mobiliser. Peut-être c'est le reproche que je me ferai à moi, finalement, dans l'échec. On peut toujours reprocher aux autres, mais c'est de peut-être ne pas avoir été assez actif dans cette majorité sur ce qu'on entendait, nous, sur le terrain, dans nos circonscriptions. On a été plusieurs à se dire, on aurait dû plus tirer la sonnette d'alarme. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les députés sont prêts à se mobiliser avec un nouveau gouvernement pour faire ce pourquoi on est là. C'est l'intérêt général, l'intérêt en particulier de ceux qui souffrent le plus. Pas suffisamment. Ils nous ont pas validé à cette élection européenne. Il faut quand même l'accepter et l'entendre. Clairement. Merci beaucoup. Merci à vous. Spielboud d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir dans le 19-20.